Donc vous êtes ici pour un atelier sur l'exercice de la déontologie. Alors je vois qu'un grand nombre d'entre vous, vous êtes étudiants. Enfin, vous avez l'air d'être des étudiants. Donc la déontologie, vous savez un petit peu de quoi il s'agit. Est-ce que vous connaissez le CDJM, qui est le Conseil de déontologie journalistique et de médiation, qui a été créé il y a 6 ans maintenant, et dont je suis la présidente. C'est donc un conseil tripartite, c'est une association d'autorégulation au service donc de la presse et surtout au service du public, puisque le but de ce conseil, c'est de répondre aux demandes des lecteurs, des auditeurs, des téléspectateurs qui ont l'impression que les journalistes n'ont pas bien fait leur métier en rendant compte d'une information. Alors, comme vous l'avez appris, bien entendu, les chartes de déontologie sont un petit peu le fondement du métier de journaliste. Et vous savez qu'en France, il existe 3 chartes sur lesquelles les journalistes se basent. La première, c'est la charte des journalistes français qui a été adoptée en 1918. La seconde a été adoptée, c'est la déclaration de Munich qui date de 71, qu'on peut considérer que c'est un petit peu une charte européenne. Et enfin, la troisième, c'est la charte mondiale des journalistes qui a été adoptée en 2019 à Tunis par la Fédération internationale des journalistes. Dans cet atelier, ce qu'on va faire, on va vous faire jouer le rôle finalement d'abord d'un journaliste et puis ensuite d'un membre du conseil, c'est-à-dire de traiter un ou plusieurs cas, ça va dépendre du temps que nous avons, pour vous mettre à la place finalement, alors au début à la place d'un journaliste qui est confronté à une difficulté ou à un cas de conscience, parce que finalement les chartes, elles posent des principes, mais c'est jamais blanc ou noir. Il y a toujours des zones grises et qu'il faut savoir un petit peu comment le faire pour le mieux. Et puis, dans la seconde partie, on traitera d'un ou deux cas. Et là encore, ça va dépendre du temps que nous avons, puisque nous avons 1h30 pour ça. Alors, pour commencer, je vais vous demander, évidemment, vous êtes tous assis, et c'est très bien, mais je vais vous demander de vous lever, parce que je vais vous soumettre des cas. Et puis, en fonction de votre réponse, vous irez à droite ou à gauche. Plus vous êtes sûr de votre réponse, plus vous irez à droite ou à gauche. Et quand vous n'êtes pas très sûr, vous restez au milieu. Et puis ensuite, on vous posera des questions. Alors, pour commencer, vous êtes donc journaliste. Vous travaillez pour un média local indépendant qui n'a pas les moyens de vous envoyer couvrir un événement, un salon important qui est organisé par des industriels du secteur dont vous êtes le spécialiste. Et cet événement se tient à l'autre bout de la France. Quelques jours avant l'ouverture, l'organisateur de l'événement vous appelle pour vous inviter, tous frais payés. Que faites-vous ? Il y a 2 possibilités. Vous acceptez l'invitation en vous promettant de garder votre indépendance et votre objectivité. Vous allez à gauche, alors à votre gauche, donc par là-bas. Vous déclinez l'invitation, craignant de vous sentir redevable envers l'organisateur, et dans ce cas-là, vous allez à droite. Alors, à votre droite. Hein. Je recommence. La vôtre. Plus vous êtes sûr de vous, plus vous allez à gauche ou à droite. C'est modulable, on n'est pas obligé d'aller tout à droite ou tout à gauche. Ah, si vous êtes moins sûr, vous allez au milieu, bien sûr. Alors, par exemple, quelqu'un qui est allé tout à fait à gauche. Non, mais alors je voulais pas tout à fait à gauche, c'est juste que je voulais un peu plus aller par là. Plus par là. Ouais. Pourquoi ? Parce que ça me semble être quand même comme vous avez dit qu'il y avait des enjeux importants par rapport à cet événement, ça reste de notre devoir de couvrir cet événement. Et en même temps, c'est pas parce qu'on nous offre ça qu'on a un quelconque sentiment de redevabilité envers la personne, et on doit rester intègre, et c'est une partie de notre formation que de répondre à cette attente-là. D'accord. Et de l'autre côté ? Je pense qu'il y a un biais de départ. Dès qu'on nous paye pour venir à l'événement, c'est fichu.
Très bien. Alors, les chartes, la charte de la FIGE dit « Le ou la journaliste n'usera pas de la liberté de la presse dans une intention intéressée et s'interdira de recevoir un quelconque avantage en raison de la diffusion ou de la non-diffusion d'une information. » La déclaration de Munich, ne jamais confondre le métier de journaliste avec celui du publicitaire ou du propagandiste, n'accepter aucune consigne, directe ou indirecte des annonceurs, refuser toute pression et n'accepter de directives rédactionnelles que des responsables de la rédaction. Donc, dans ce cas-là, vous êtes tout frais payé. Le risque, c'est que l'annonceur, l'organisateur, vous demande un papier ou de le relire, puisqu'il vous a tout payé tous les frais. Donc, il vaut mieux, dans un cas comme ça, effectivement, de renoncer à y aller. Mais on peut très bien aussi dire, c'est pas parce que vous me payez que je vais faire votre publicité, c'est pas mon rôle. Donc, en y allant, même tout publier, on peut très bien aussi écrire un article à charge. Oui, mais là, vous risquez d'avoir le lecteur, parce qu'il faut la transparence à ce moment-là. Dans votre papier, vous allez dire « j'ai été invité ». Le lecteur, peut toujours avoir le soupçon que vous ayant été invité, votre article n'est pas 100% neutre. Donc il vaut mieux toujours, effectivement, essayer d'avoir le moins de liens possible avec l'organisateur. Oui ? Après, cette forme de neutralité, elle a un coût aussi. C'est-à-dire que si là, on est dans un média indépendant qui n'a pas beaucoup d'argent, mais qui est spécialisé dans un tel domaine, du coup, c'est laisser la place seulement à un certain média, certains journalistes, un groupe restreint qui peut se permettre financièrement de... C'est un risque, mais c'est aussi le prix de la liberté. Oui. Est-ce que c'est pas aussi un risque de faire le jeu de l'organisateur, parce que y aller, c'est aussi pouvoir dénoncer ce qui se passe, pouvoir mettre en lumière certaines mauvaises pratiques, par exemple, de cet événement ou de l'entreprise qui organise cet événement, et ne pas y aller, c'est aussi se refuser la possibilité de le faire. Parce qu'on ne joue pas finalement aussi le jeu de l'entreprise. C'est pour ça que je dis que c'est jamais blanc ou noir, et que la déontologie, il y a toujours des zones grises, et que dans l'exemple, évidemment, il faut à ce moment-là une transparence complète vis-à-vis du public, du lecteur. Il faut que le lecteur sache que les frais ont été payés, mais que vous avez conservé votre indépendance complète d'esprit. Avec toujours le soupçon qui peut arriver chez le lecteur que vous ne l'avez pas complètement puisque vous avez été payé au départ. Donc c'est toujours... Oui, c'est difficile, mais ça reste un exercice périlleux à faire. La déontologie, c'est pas toujours simple. On va en faire un deuxième. Dans le cadre d'une enquête, une source émet des accusations de violence sexuelle à l'encontre d'un homme aujourd'hui décédé. Ces accusations vous semblent fondées, mais il est de fait impossible d'interroger l'auteur présumé sur le sujet, puisqu'il est mort. Vous hésitez à indiquer ou pas le nom de l'homme accusé. Là, encore une fois, deux cas. Vous décidez de mettre le nom de l'homme décédé, vous allez à gauche, et vous ne mettez que les initiales de son nom, vous allez à droite. Un homme aujourd'hui décédé. Où est le centre? Vous voulez aller à droite? Genre extrême droite. Ah, bah bien, super. Alors, le centre, pourquoi? Parce que ça dépend de si la personne est connue ou pas. Par exemple, l'abbé Pierre, heureusement qu'on a révélé son nom même s'il était décédé. Donc dans le cas où c'est d'utilité publique et d'intérêt général par rapport à la personne qui était, même si elle est décédée, à la personne qui est... Vous avez une seule source, je vous signale. Alors, oui, mais si elle est fondée et que j'ai des preuves, une seule source me suffit, j'en ai pas besoin. Tant que j'ai une preuve... La preuve, c'est quoi? C'est la source? Est-ce que c'est fondé ou pas? Après, moi, si elle dépend, si elle est fondée ou pas, là, la question, c'est pas... Si. Est-ce qu'on a la preuve ou pas? C'est la question. La question est... Oui, j'ai vu. La question, c'est vous avez une seule source qui vous dit machin
est un porc. Après, si c'est parole contre parole, c'est pas le même. Ben, l'autre, en plus, il est mort, donc il ne peut pas vous répondre. Alors, si c'est parole contre parole. Oui, c'est ça, en fait. Ah oui, le débat. Oui, c'est ça là-dessus. Oui. Oui, ce que je disais plutôt, effectivement, il y a déjà l'aspect de la notoriété de la personne, connue ou pas connue, effectivement. Mais effectivement, comme vous disiez, cette source nous semble crédible, nous semble, c'est-à-dire à côté de quoi, grâce à qui, grâce à quoi. Et à partir du moment où on n'est pas sûr de l'information, ça pourrait être vu aussi comme de la diffamation dans ces cas-là. Si on dit le nom, si on donne le nom d'une personne en se basant effectivement sur une seule source, moi, à titre personnel, ça me pose problème, effectivement. Donc plutôt être prudent, attendons, regardons ce qui se passe, et puis après, dans un second temps, comme ce qu'il y a pu se faire effectivement pour certaines personnes, allons voir. Voilà, on ne donne pas de nom pour l'instant. Et alors, de l'autre côté, qui donnait des noms? Alors moi, je pense qu'il n'y a pas que la personne des idées qui peut être utilisée comme contradictoire entre les autres, les proches à lui. Et ensuite, si on a une seule source, on a aussi un rôle d'enquête de notre côté. Et peut-être si on trouve des faits avérés à travers la source à nous a donné, je pense qu'on peut citer son nom. Alors, à ce moment-là, c'est un travail que vous faites, mais le contradictoire, vous ne pouvez pas avoir un contradictoire avec quelqu'un qui n'est pas celui qui est nommé. Oui, mais on peut trouver, ce que je veux dire, c'est qu'on peut trouver auprès de ses proches, s'il n'avait pas déjà des gestes, quelque chose qui... C'est pas un contradictoire, là. Hein. Là, ce n'est pas un contradictoire, puisque à ce moment-là, vous vous adressez à une autre source. Oui. Contradictoire, je pense qu'on a aussi ce devoir, puisque faire parler une personne, ça peut aussi amener d'autres personnes qui auraient subi ces violences à prendre la parole en voyant qu'une l'a subi, l'a vécu et a pu prendre la parole dans les médias. Pour moi, ça peut délier les langues sur des personnes qui ne seraient pas sûres, qui n'auraient pas confiance en elles. Ça pourrait nous permettre d'avoir d'autres personnes qui témoignent aussi sur ce cas, et à partir du moment où on a 2, 3, 4, 6, 12 personnes qui prennent la parole sur le sujet, là par contre ça peut faire l'objet d'une plus vaste enquête, que ce soit pour nous, que ce soit pour les autorités. Alors, je vous rappelle l'article de la FIGE. Le ou la journaliste ne rapportera que des faits dont elle connaît l'origine, ne supprimera pas d'informations essentielles et ne falsifiera pas de documents. Ce cas-là, il nous a été apporté par un nouveau service qu'on a mis en place au CDJM qui s'appelle SOS Déonto, qui est un service à l'attention des journalistes qui peuvent avoir un problème, ils ne savent pas comment le résoudre, et on a eu ce cas-là. Alors voilà ce que nous avons donné comme réponse à ce journaliste. Soit l'homme en question qui a été mis en cause l'a été déjà de façon publique de son vivant, et il a répondu, ou son avocat a répondu à cette mise en cause, auquel cas on peut rappeler cet épisode en citant les sources qui le défendaient, et ça ne pose pas de problème. Soit les accusations sont formulées pour la première fois, et dans ce cas, citer cet homme ne peut se justifier qu'à l'issue d'une enquête, ce que vous disiez, à l'issue d'une enquête, au cours de laquelle plusieurs sources qui ne se connaissent pas formulent ou étayent les accusations, et si la publication de ce nom ou d'éléments qui permettent d'identifier cette personne décédée est essentielle à la compréhension des faits. Encore une fois, il faut que la publication du nom soit essentielle. Si ça n'apporte pas d'informations supplémentaires, ce n'est pas la peine de donner son nom. Sinon, effectivement, il faut mieux s'abstenir, surtout s'il n'y a qu'une seule source, même si c'est une victime. Ça, c'est les règles. On peut en faire un dernier, et puis ensuite on parlera des cas. Votre média vous commande au sujet d'un nouveau rapport produit par une association. Il vous commande un sujet sur un nouveau rapport produit par une association. Il se trouve qu'une des salariées de cette association fait partie de votre cercle amical proche. Que faites-vous ? Vous écrivez votre papier en prenant garde de ne pas interroger votre ami au sujet du rapport. Vous allez à gauche. Vous demandez à votre hiérarchie de vous déporter du sujet en craignant que vos liens affectifs et vos discussions préalables n'influencent votre papier. Vous allez à droite.
Alors, ceux qui ne sont pas allés à droite, expliquez-moi pourquoi. Je pense que ça nécessite un peu de nuance, un peu de, de précision. Déjà, on parle de quel rapport, de quelle association, on parle de quel enjeu qu'il y a derrière aussi. Un média local et une association locale. Je pense qu'il y a plein d'autres personnes qu'on soit très engagées dans le milieu associatif. Je pense qu'une association ne se repose pas que sur une seule personne, effectivement, et donc sur plein d'autres personnes. Et effectivement, un sujet dans un média local, je pense à un quotidien, où on doit faire un sujet des fois en très peu de temps. On doit peut-être aussi, notre devoir, c'est d'aller voir aussi les bonnes personnes concernées, et sûrement pas un salarié. Au contraire, souvent plutôt des responsables d'associations, président, secrétaire ou trésorier, plutôt qu'un salarié. Si on doit faire réagir à une association, on ne peut pas réagir à un salarié d'une association, on fait réagir les membres de la direction d'une association. Ça dépend des associations, parce qu'il y a des associations dont les salariés ont un rôle très actif, beaucoup plus actif que les membres du conseil d'administration. Dans ces cas-là, il y a tout ce qu'on appelle les services communication, des choses comme ça, bien évidemment. Mais l'instance dirigeante d'une association reste bien évidemment le conseil d'administration du bureau. Donc, en cas de réel problème, on va toujours voir les directeurs. Même dans une entreprise, on va toujours voir la hiérarchie. Donc effectivement, la personne qui a été missionnée sur le sujet en particulier, on va essayer de faire réagir, c'est faire réagir effectivement la personne qui représente la structure. Là, vous oubliez un point, c'est que dans la question posée par SOS Déonto, c'est les liens d'intérêt affectif. C'est le lien qui vous lie à la salariée. Donc c'est ce lien affectif la question n'est pas d'aller voir un salarié quelconque, mais c'est la question d'interroger cette salariée qui a un poste important dans l'association et qui peut donc effectivement donner des renseignements. Mais c'est le risque de ce conflit d'intérêts avec l'association, et donc le risque que le papier que vous allez faire n'allait pas être tout à fait objectif. C'est pour ça que je pense qu'il y a de la nuance à avoir, effectivement. Ça dépend déjà de la relation, ce qu'on appelle l'affectif entre ces deux personnes-là dans un premier temps. Dans un second temps aussi, ça dépend aussi de la personne, du journaliste qui est en charge de cette mission-là. Est-ce que aussi lui s'en sent capable ou pas? Parce qu'effectivement, peut-être dès lors que le sujet est commandé par la rédaction, il peut directement effectivement dire non, ça ne sert à rien, ça ne fonctionnera pas. Ou sinon, attendez, non, cette personne-là, effectivement, je la connais, ça peut être ma soeur, ma meilleure amie, peu importe, mais à un moment, c'est ses affaires et les miennes, on n'a jamais mélangé nos activités professionnelles typiquement. Et effectivement, c'est vrai que c'est un sujet qui est très nuançable parce que ça peut dépendre de la perception. La FIGE dit, toujours la FIGE, il ou elle évitera ou mettra fin à toute situation pouvant le conduire à un conflit d'intérêts dans l'exercice de son métier. On est bien là dans ce risque. Alors, dans l'hypothèse que vous donnez, il faudra de toute façon, dans le papier, annoncer le lien que vous avez. Encore une fois, c'est toujours la question de la transparence est aussi importante que la question du lien qui peut exister. Il est essentiel que le lecteur sache d'où vous parlez. Donc il faudra dire, comme d'ailleurs dans les journaux, dans Le Monde, vous voyez quand on parle d'un des dirigeants du Monde, entre parenthèses, par ailleurs, membre du directoire. C'est toujours précisé. La qualité de la personne doit toujours être précisée, et donc doit toujours être précisé le lien qui peut vous lier à une des personnes qui est dans votre papier. Oui. Mais cet exercice de transparence sur nos positionnalités, en vrai, il est pas. Enfin, cette exigence-là, elle n'existe pas pour tout. C'est-à-dire quand un journaliste écrit, il ne dit pas forcément de quelle classe sociale il vient, il ne dit pas forcément avec quelle étude il parle, de quel milieu. Enfin, je trouve du coup, par exemple, même sur des billets qui pourraient exister, des billets racistes, des billets sexistes, etc. L'exercice de transparence, là, il y a. Enfin, comment est-ce que cette exigence-là, elle existe aussi? Alors, elle existe lorsque, dans le papier, vous parlez de quelqu'un. Il faut dire le lien qui vous lie à ce quelqu'un. Quand vous parlez d'une association, il faut parler du lien qui vous lie à l'association quand elle existe. Quand elle n'existe pas, évidemment, on n'en parle pas. Mais c'est ça le lien qu'il faut faire.
vos études, ça fait partie de vous. On sait qui vous êtes. Vous signez votre papier de toute façon. Ouais. Enfin, quand il y a marqué mon prénom, on ne sait pas forcément mon parcours, on ne sait pas forcément d'autres conflits d'intérêts qui pourraient... C'est pas ça, j'appelle pas ça signer un papier quand il n'y a qu'un prénom. Bah, enfin, comment on signe à part son prénom et son nom de famille? Ah ben voilà, oui, son nom de famille. Enfin, Oui. prénom. Ben C'est oui, ce que non je mais voulais dire. ça fait une différence. Non, mais du coup, vraiment sur cet élément-là de... Oui, journaliste, mais oui, aussi avec des bagages. Bien sûr. Enfin, c'est hyper important d'être transparent sur ces conflits d'intérêts en termes de relations, Mhm. mais il y a aussi des formes de biais et de conflits d'intérêts sur les thématiques qu'on peut aborder et ce regard. Enfin, est-ce que du coup, Oui, il y a mais la façon, positionner sur ça. la façon dont vous allez rendre compte de problématiques, vous allez les faire en fonction de votre ressenti, en fonction de votre vécu, de vos études, de votre milieu social, de tout cela, bien évidemment. Mais vous allez aussi le faire de façon le plus honnête possible. En fait, c'est toujours ça ce qui compte. C'est l'honnêteté de l'information. C'est que les faits de départ soient des faits réels. Après, il y a l'interprétation, après, il y a l'angle du sujet, après, il y a la ligne éditoriale du média pour lequel vous écrivez. Tout ça, ça rentre en ligne de compte, bien sûr. Mais c'est la question du journalisme d'opinion. Le journalisme d'opinion est libre. À partir du moment où les faits de départ, les faits sont réels, sont vrais. Est-ce que c'est du journalisme d'opinion? C'est la question. Donc, Moi, ce que je veux dire, c'est dans le travail journalistique, même s'il n'est pas d'opinion, il y a des biais qui peuvent transcender l'analyse qu'on va faire d'un événement, même si on essaye d'être neutre. Et du coup, ma question, c'était à quel point la CDJM réfléchissait sur l'intérêt d'avoir une transparence qui est encore plus poussée que... ou pas. Enfin, comment... De toute façon, chaque média a une ligne éditoriale. Déjà. Que ça soit... les journaux d'opinion existent. Même les journaux, les grands médias, les quotidiens nationaux ont une ligne éditoriale. L'Humanité n'écrit pas de la même façon que le Figaro. Oui, mais ils vont rapporter les mêmes faits. Ils vont le traiter différemment. La ligne éditoriale n'est pas la même, mais le fait de départ, l'accident de chemin de fer, je sais pas quoi, l'incendie à Paris à cause d'une batterie de téléphone, etc., etc. Tout ça, c'est un fait de départ. Le fait est réel. Après, le traitement va être différencié. Ligne éditoriale. Mais... Là, on ne parle pas forcément des médias, mais plus des journalistes eux-mêmes, en tant que personnes qui ont forcément des biais, ont vécu des relations, etc. Je pense que c'était ça, que tu pourrais dire. Oui, mais après, on travaille honnêtement. Encore une fois, on ne peut pas empêcher les gens de penser différemment. On ne peut pas empêcher le vécu de chacun de transparaître, bien entendu. Et du coup, la question, c'est est-ce qu'on devrait être transparent sur notre vécu? Sur un papier de 10 lignes, vous allez raconter tout votre vécu? Non, c'est pas possible. Non, ça marche pas. Non, ça marche pas. Est-ce que c'est pas un peu un angle mort? Non, je pense pas, non. Encore une fois, il y a une différence entre traiter d'un sujet sur quelqu'un que vous connaissez, où là, il faut dire « je le connais », et traiter d'un sujet général où vous allez peut-être effectivement l'éducation, les adoptions, le problème du logement, où effectivement votre vécu peut transparaître, mais ce que vous allez dire, ça va être la réalité. Il n'y a pas besoin d'une transparence particulière dans un cas comme celui-ci. Mais c'est pas grave, si on n'est pas d'accord, c'est ok. C'est pas grave, tant mieux. Tant mieux. Dernier cas, mais là, je pense qu'on sera tous d'accord. Journaliste, vous avez été approché par un parti politique pour prendre part à une liste en vue des élections municipales à venir. Vous êtes intéressé par le fait de vous impliquer dans la vie citoyenne de votre ville et vous adhérez au programme du parti en question. Mais vous vous interrogez, est-ce que la pratique du métier de journaliste est compatible avec un mandat politique ? Alors, vous acceptez en vous promettant de ne plus traiter les sujets liés à la politique de la ville
ou au parti en question, vous allez à gauche, et vous refusez pour conserver votre indépendance et votre crédibilité, et vous allez à droite. Là, vous bougez jamais? Oui, oui. C'est bien. Là, je vois qu'on a mis quasiment presque tout le monde d'accord. Il y en a qui sont pas tout à fait. C'est parce c'est par souci de place. Voilà. Bon. Eh bien là, vous avez tous parfaitement raison. C'est que vous pouvez parfaitement avoir un mandat politique. Vous pouvez parfaitement. La question nous a été posée surtout dans les petites communes ou dans les petites municipalités où il y a un journaliste d'une antenne locale d'un grand quotidien de l'Ouest. Ils ont des agences locales et donc ils traitent évidemment la vie de la commune et des communes environnantes. Si vous êtes journaliste et si vous êtes membre du conseil municipal, vous pouvez, mais vous ne pouvez plus traiter de la politique de la ville, puisque vous êtes partie prenante. À ce moment-là, il faut vous déporter, bien évidemment. Ben, je vois que là, on est tous d'accord. Formidable. Je me permets de réagir à cette situation qui est ce soir, parce que j'ai ce débat-là notamment parce que je suis journaliste en formation à l'UT de Lannion. Et on a eu ce débat-là, en fait, parce qu'il y a un des étudiants en journalisme qui s'est inscrit sur une liste, notamment pour les municipales, et qui a été élu. Et donc, cette question-là se posait de savoir s'il devait se retirer de ses études ou non. La plupart, on est tous unanimes sur le fait qu'il faut qu'il choisisse, soit il s'engage dans la municipalité de sa ville, soit il reste dans ses études. Mais ça fait beaucoup de débats, en tout cas, à Lannion. Ah non, là, je ne suis pas d'accord. Parce que les études, c'est des études en journalisme. Oui, mais mais par contre, quand c'est une liste qui est encartée, je trouve que ça peut poser en tout cas la question. Elle a le droit de faire ses études. Mais à partir du moment où ils ne traitent plus. En journalisme, moi, ça me questionne personnellement. À partir du moment, je pense que parmi vous, il y a peut-être parmi vous vous pouvez très bien adhérer à un parti politique. Oui. Oui. Non, mais encore une fois, ou même être membre d'un conseil municipal, c'est pas ça qui me choque. C'est de traiter de la politique de la ville dans le journal, de rendre compte de ce qui se passe au conseil municipal, parce que là, vous êtes partie prenante. Et donc vous n'avez plus la liberté de ton imposé. C'est pas possible. Mais votre étudiant, bien sûr qu'il peut continuer ses études. Voyons. Il pourrait même devenir journaliste sportif. En quoi le fait de rendre compte du match de football entre Lannion et Perros-Guirec, est-ce que le fait d'être au conseil municipal de Saint-Brieuc empêche de rendre compte du match de foot entre Lannion et Perros-Guirec? Il n'y a pas. Mais non. Justement. Encore une fois, il y a toujours la transparence. Et tout ce qui concerne le conseil municipal, c'est un autre journaliste qui le traite. Oui. Par exemple, quand la préfecture donne une étiquette politique à la liste, nous on est classé du vert gauche, et je me dis ça peut questionner des journalistes qui sont étiquetés du vert gauche, qui signent leur papier et que quelqu'un retrouve leur position politique, qui disent ouais, mais du vert gauche, j'arrête de lire cet article-là, c'est pas ma sensibilité politique, quoi. Je pense que ça peut être une manière de décrédibiliser tout un papier. Oui, et encore une fois, tout va dépendre du papier, mais encore une fois, il y a toujours la transparence du journaliste qui peut préciser dans son papier qu'il est membre du conseil municipal ou je ne sais quoi. Encore une fois, ça va dépendre du papier. Hein. Le match de foot, il a peut-être moins besoin de le préciser. Encore que, je ne sais pas.
même quelqu'un qui va être dans un conseil municipal, les sujets que va traiter un conseil municipal, c'est extrêmement large. C'est-à-dire que ça peut même toucher le foot, ça peut toucher sur la construction d'un terrain de sport. Donc certes, on peut se mettre en retrait de la politique, mais forcément, si tu traites d'un sujet société, il peut aussi être traité pendant le conseil municipal. Donc ce que vous dites est un petit peu contradictoire, je trouve. Non, justement, il ne faut pas qu'il traite de tout ce qui concerne la politique de la ville. Mais oui, mais ce que moi je suis en train de vous dire, c'est que dans un conseil municipal, c'est plus large que la politique. Et oui, mais, non, mais la politique de la ville, ça englobe l'éducation, le sport, c'est ça la politique de la ville. Par exemple, quelqu'un qui va être journaliste dans une locale, dans un tout petit village, et qui va être conseiller municipal de son petit village. Non, ça, c'est pas possible. Eh bien, dans ce cas-là, il arrête. Il arrête de traiter la politique de sa ville. C'est fini. C'est fini. Il fait de l'international, après il fait l'international. Voilà, il change de local, c'est tout. Non, mais c'est évident. Ou alors il faut qu'il travaille pour un journal d'opinion, mais qui soit clairement marqué opinion. Mais on peut pas continuer. On peut pas continuer de la sorte. Oui. Vous avez commencé tout à l'heure en disant qu'il n'y a pas, concernant la déontologie, il n'y a pas forcément de bonnes ou de mauvaises réponses, c'est pas tout blanc tout noir, mais j'ai l'impression que là on a pas mal de cas où c'est plus un peu. Du coup, si, il y a une bonne réponse, quoi. Alors oui, il y a une bonne réponse, mais le cas pose plein de questions. Le cas paraît simple, mais c'est toujours oui, mais dans ce cas-là, est-ce que je fais il y a toujours, le cas n'est jamais simple au départ. Il faut toujours creuser un peu davantage. Les réponses des chartes peuvent nous aider, mais ne sont pas suffisantes. Il faut aussi que le bon sens aide un petit peu. Je vais maintenant vous distribuer quelques. Maintenant, on va passer. Vous allez être membre du conseil de déontologie. J'ai une vingtaine de documents. Parce que là, ça va être... Prenez-en un pour 2 ou un pour 3, parce que ça va être les cas qu'on va étudier. Là, vous allez être maintenant le conseil de déontologie. On va avoir reçu des plaintes et il faut les étudier. Prenez-en un pour plusieurs, parce que j'en ai pas... Vous êtes beaucoup plus nombreux que je ne pensais, ce qui est très bien. Il n'y en a pas assez au fond. Il en manque beaucoup ? Ouais. J'en ai pas d'autres. Alors, on va vous le... Prenez le cas numéro 3, qui est une saisine qu'on a reçue, qui concerne Le Monde, le journal Le Monde, avec une confusion sur taxe carbone et fraude sur le marché des droits à polluer. Donc il y a un lecteur du Monde qui nous a écrit pour nous dire que il y a un article du journal qui est publié en juillet l'année dernière qui titrait « Marco Mouli, roi de l'arnaque à la taxe carbone, extradé d'Italie vers la France mercredi ». Le requérant dénonce une formulation inexacte due à un amalgame entre taxe carbone et fraude à la TVA sur les quotas de carbone. Et pour le requérant, cet amalgame, malheureusement fréquent dans la presse française, jette l'opprobre sur la taxe carbone. Il précise que cette confusion terminologique est d'autant plus grave que les archives du Monde sont accessibles en ligne et sont utilisées comme référence en particulier par Wikipédia et les intelligences artificielles. Et il reconnaît qu'une explication vient plus loin, mais bien tard, dans les dernières lignes de l'article. Donc l'article, vous l'avez ensuite, où on explique que Marco Mouli, figure de l'escroquerie, va être remis à la France, où il avait été, par l'Italie, il avait été arrêté. Il est âgé de 60 ans, il a été condamné en son absence. Il a eu de multiples condamnations. Enfin bref, il y a le papier.
on parle dans le papier, dans l'avant-dernier paragraphe, fin juin, il avait été condamné à 8 ans d'emprisonnement dans l'affaire dite, entre guillemets, de la taxe carbone, vaste fraude à la TVA sur le marché des droits à polluer. Et donc, le requérant se plaint d'un mauvais usage de mots. Donc, vous êtes le Conseil. Nous avons écrit au Monde, puisqu'on écrit toujours au journal, pour lui dire, voilà, on a cette plainte, qu'est-ce que vous avez... comment est-ce que vous expliquez cette faute présumée? Le Monde, là, cette fois-ci, ne nous a pas répondu. Mais qu'est-ce que vous pouvez penser? Est-ce que vous considérez que le Monde a eu tort? C'est-à-dire que la saisine serait fondée, parce que le titre est un mauvais titre, puisque ce n'est pas, c'est une erreur, c'est une inexactitude, c'est pas une taxe, c'est pas la taxe carbone, mais c'est une fraude sur le marché des droits à polluer. Ou est-ce que vous considérez qu'il n'y a pas eu d'erreur de la part du Monde, parce que c'est un usage qui est extrêmement courant, que depuis toujours on parle de la fraude à la taxe carbone, et que tous les médias ont repris cette formulation, de même qu'on parle de l'affaire du Watergate, alors que c'est pas, le Watergate n'y est pour rien, c'est le nom de l'immeuble, et que l'affaire, c'est en fait l'espionnage par les républicains des démocrates dans les années 70, bien avant votre naissance. Donc, il y a des formulations comme ça qui sont des raccourcis qui sont utilisés par les médias. Est-ce que c'est une faute ou est-ce que ce n'est pas une faute? À vous. Oui. Oui, là-bas, il y avait aussi... Je pense qu'il aurait fallu titrer un peu différemment et expliquer dès le début que oui, on utilise peut-être de formuler dans un style, on dit communément la fraude à la taxe carbone, alors que c'est... et à partir de ce truc-là, on met en tête que c'est ceux qui connaissent que par la fraude à la taxe carbone, ils sachent de quoi on parle, tout en réexpliquant que c'est la vérité, en réexpliquant la vraie version. Oui. Moi, je pense qu'il y a un manque d'explication déjà de différencier ce qu'est la taxe carbone et la fraude à la TVA sur le quota, parce que je pense que tout le monde ne différencie pas forcément les deux. Et donc oui, le mettre plus haut et peut-être, par exemple, vous avez parlé, même dans l'article, on dit affaire à la taxe carbone. C'est le résumé, on l'appelle comme ça, et mettre comme ça peut-être dans le titre, entre guillemets, pour aussi des questions de référencement et tout. Mais l'expliquer direct dans l'article. Alors, l'article, c'est sur l'extradition de Marco Mouli. C'est pas un papier sur l'affaire de la taxe carbone. Oui. Dans le titre, roi de l'arnaque est entre guillemets, mais pas taxe carbone, alors que dans le début de l'article, c'est taxe carbone qui est entre guillemets. Voilà. Je pense que justement, voilà. Il aurait fallu mettre taxe carbone entre guillemets, quitte à pour le référencement. Ou roi de l'arnaque à la taxe carbone. Exactement. Des guillemets, voilà. Donc, est-ce que pour vous c'est fondé? Est-ce que le Monde a fait une erreur ou pas? Est-ce que qui pense que le Monde a fait, c'est-à-dire, donc il y a une faute déontologique et que nous allons déclarer la saisine fondée? Après, je vous lirai l'avis qui a été rendu. Est-ce qu'on doit prendre en compte aussi l'incidence que ça peut avoir derrière pour savoir si la saisine est recevable ou pas? Parce que là, pour le coup, l'incidence est pas non plus énorme sur l'usage de ce terme-là. Je ne comprends pas l'incidence. Quelle incidence ça peut avoir sur le papier peut avoir derrière? Ah oui. Pour le lecteur. Oui, c'est ça. Parce que si on prend en compte ça, je ne sais pas si pour le coup c'est une grande incidence le fait que ce terme a été utilisé, mais ce terme n'est pas forcément approprié de taxe carbone. Disons qu'on peut reconnaître qu'il y a une erreur, mais est-ce qu'elle est gravissime? Quel est le degré de... Il n'y a pas de... Ça, il n'y a pas. Il y a erreur ou il n'y a pas erreur.
Il y a erreur ou il n'y a pas erreur. Oui, oui, oui. Alors, tout le monde pense qu'il y a erreur ou la majorité pense qu'il y a erreur? Oui. Une petite erreur, mais elle n'est pas déontologique dans le sens où ça incrimine pas la personne en question. Et qui plus est, Marco Mouli, c'est une personne médiatique qui joue de sa réputation de gangster. Ça, c'est quelque chose sur lequel il va essayer de jouer. Après, je ne sais pas si ça rentre forcément dans le débat, mais pour autant, pour moi, ça m'incrimine. Le fait que ça soit une erreur, alors il n'y a pas de grandes et de petites fautes, mais le fait que l'explication soit donnée néanmoins dans le papier du vrai titre, qui juridiquement d'ailleurs se dit escroquerie en bande organisée à la taxe à la valeur ajoutée à l'occasion de la mise en œuvre du système européen d'allocation d'échange des quotas d'émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est ça en fait le vrai titre, ce qui est un peu long. Donc c'est un raccourci qui est fait quand on parle de la taxe carbone. Il y a eu des émissions, des séries télévisées d'ailleurs sur l'escroquerie à la taxe, les droits à polluer en fait. Le fait que ça soit une expression couramment utilisée depuis plus de 15 ans, un raccourci, comme je vous dis, de même que l'on parle effectivement de l'affaire du Watergate ou de d'autres affaires comme ça, en leur donnant un nom, mais qui est un nom pour le public, et que dans le papier, il y ait l'explication de ce que c'est un argument à prendre en compte pour décider s'il y a faute ou pas faute. C'est pas la même chose de faire un papier sur la taxe carbone et de jamais dire ce que c'est effectivement l'escroquerie à la taxe carbone et de donner l'explication dans le papier, même si c'est en fin de papier. Ça, il faut lire le papier dans son intégralité. Donc vous restez toujours avec l'opinion que le Monde a fait une faute. Eh bien, le Conseil, lui, a considéré que par consensus, que le journal n'avait pas fait de faute déontologique, justement parce que ça fait 15 ans que c'est utilisé par l'ensemble des médias, que c'est un terme qui est devenu presque un terme générique, que l'explication est donnée, que par contre, on a quand même regretté, effectivement, les guillemets. Les guillemets auraient dû être placés différemment. Mais nous avions considéré qu'effectivement, il n'y avait pas eu de faute déontologique sur ce cas-là. Peut-être un autre conseil, un autre moment, on aurait réagi différemment, mais là, on a considéré que c'était non fondé. Je vous propose de prendre le cas numéro 4 ensuite, qui est donc la description, la publication d'une image qui représente Steve Jobs en colère. Donc cette saisine porte sur un article du site jeuxvideo.com qui est consacré à un sondage qui conclut que les personnes de la génération Z ont un problème avec la ponctualité. L'auteur présente l'enquête en affirmant que ça rendrait fou le cofondateur de la firme Apple, Steve Jobs. Et le texte est illustré par une image générée par l'intelligence artificielle qui montre Steve Jobs, le visage déformé par la colère. Et le requérant nous saisit pour non-respect de l'exactitude et atteinte à la dignité, en disant que non-respect de l'exactitude parce que c'est une photographie qui est générée par l'intelligence artificielle, sans mention, et que atteinte à la dignité humaine qui montre une personne décédée représentée de manière colérique et donc dégradante. Alors, comme d'habitude, vous avez le papier, donc, puisque les jeunes de la génération Z sembleraient dire qu'arriver 10 minutes en retard, c'est pas un retard. Essayez d'attraper un train avec 10 minutes de retard, vous allez avoir du mal, ou un avion, c'est aussi compliqué, mais 10 minutes de retard ne serait pas un retard. Donc, tout un papier qui montre, qui
qui parle de ça, et surtout qui est donc illustré par cette photographie générée par l'intelligence artificielle. Donc, comme d'habitude, nous avons écrit aux médias, qui nous a répondu en précisant qu'ils ont rajouté images générées par l'intelligence artificielle, mais ils ont juste rajouté images générées sans préciser davantage. Donc la mention apparaît bien maintenant sur le site. Donc la question est, est-ce que le média a fait une faute? Il y a donc deux questions. Est-ce que le média a fait une faute en publiant une image, en fabriquant une image? Et deuxièmement, est-ce que de montrer un personnage de façon colérique est une atteinte à sa dignité? À vous. Oui. Je pense que ce qui est le plus problématique, c'est surtout que c'était pas marqué que c'était généré par l'IA. Surtout, d'autant plus en ce moment où c'est quand même quelque chose qui fait beaucoup débat dans le milieu du journalisme qui peut nous être beaucoup reproché. Je pense que c'est quelque chose auquel il faut faire vachement attention. Et là, je comprends que ça ait posé problème. Après, par rapport au respect de la dignité, j'arrive pas trop à savoir si représenter quelqu'un en colère, c'est problématique ou pas. Oui. La colère, c'est une émotion humaine. La colère, c'est pardon? La colère, c'est une émotion humaine qu'on pourrait tous avoir et on pourrait tous être pris en photo en train d'exprimer de la colère ou de l'énervement. Je ne sais pas pourquoi ça pourrait être une atteinte à la dignité. On a tous le droit d'être en colère. Oui, oui. Oui, on peut tous être pris en photo en colère. Là, je vous rappelle juste que c'est une photo fabriquée. Hein. C'est une image fabriquée. Il n'existe pas de photo de Steve Jobs en colère. Oui, mais du coup, je revenais sur est-ce que c'est une atteinte à la personne? Pour moi, non, parce que, si, parce que c'est généré par l'IA, mais non, parce que la colère, c'est une expression comme une autre. Et s'il y avait eu, je pense que s'il y avait eu une image en colère de Steve Jobs trouvable et avec des droits d'auteur, sans droit d'auteur, l'article aurait pu être. Pourquoi sans droit d'auteur? Une image disponible, libre de droit. Oui. Non. On a 1, 2, 3, 4. Je pense que ce qui pose problème en termes d'atteinte à l'intégrité, c'est que on utilise une image de colère sur une hypothétique colère qu'aurait eu Steve Jobs. C'est-à-dire que si moi je meurs et que dans 10 ans on dit Baptiste Martin aurait détesté l'immigration et qu'on met une photo de moi en colère, bah, je ne vais pas être très content. Donc je pense que le problème c'est qu'il aurait probablement bien du mal. C'est quelqu'un qui est décédé, on n'en sait rien s'il aurait été en colère ou pas, et utiliser une image de lui en colère pour illustrer un sujet dont on ne sait même pas s'il aurait été en colère, pour moi ça pose vraiment problème. C'est un peu ce que je voulais dire, surtout que les images, ça a quand même beaucoup d'effet. C'est une chose de voir écrit oh là là, il n'aurait pas été content, mais de voir une image, ça nous marque beaucoup. Oui. Je ne sais plus qui était numéro 3. Vas-y. À travers une image, on peut passer l'information. Donc s'il n'y a pas d'image, il n'y a pas d'information. Mais, encore une fois, c'est une fausse image. Hein. On est d'accord. Je pense que du coup, le fait qu'on crée par l'IA, c'est-à-dire qu'on soumet l'idée que potentiellement il a été en colère, mais du coup, ce qu'on véhicule n'est pas correct. Oui, numéro 4, je ne sais plus qui était 4. Il est associé à quelque chose sur lequel il ne s'est jamais prononcé, en plus, et devant, on ne peut pas contester le fait de l'utilisation de son image. C'est ça aussi, on ne peut pas savoir. Encore une fois, c'est une fausse image de lui. Bien sûr, mais peut-être mettre un nom sur une fausse image de lui, ça fait quand même mettre un nom sur quelque chose qui est censé hypothétiquement. Oui. Il me semble que les médias qui se sont dotés d'une charte de justement l'utilisation de l'intelligence artificielle se refusent d'utiliser des images générées par l'IA, sauf pour parler justement de l'intelligence artificielle générative. Donc à partir de là, je pense que comme on n'a pas dû utiliser le personnel, parce que l'article ne traite pas justement de l'intelligence artificielle. Oui. Juste pour rappeler que
c'est quand même une infraction pénale de modifier les photos d'une personne sans son consentement. Donc ça, c'est quand même un premier problème. Si c'est pénal, c'est pas déontologique. Hein. Mais bon, au-delà de la... Enfin, je veux dire, c'est non. C'est quand même l'exigence de vérité. Non, ce que je veux dire, c'est que ce qui est pénal appartient aux tribunaux. C'est les tribunaux qui jugent du pénal. Nous n'avons absolument pas à interférer sur ce qui est pénal ou pas pénal. Nous ne parlons que de déontologie. Déontologique. On est bien sur un problème déontologique qui est l'utilisation d'une image fabriquée d'une personne alors qu'il existe des portraits de Steve Jobs. On pouvait très bien publier une photographie, éventuellement même libre de droit. Je réagis parce que j'ai dirigé une agence de presse photographique et le libre de droit fait toujours un peu mal au cœur. Donc, on pouvait très bien trouver une photographie, un portrait de Steve Jobs. Était-il nécessaire de le mettre en colère? Non. Un portrait de Steve Jobs avec même la légende, il n'aurait pas aimé, ça l'aurait mis en colère. Enfin, Steve Jobs n'était pas partisan ou prônait l'exactitude. Enfin, je ne sais pas quoi. On pouvait très bien utiliser une véritable photographie sans utiliser une image fabriquée. Encore une fois, c'est une image fabriquée. Et le fait d'avoir rajouté mention image générée par l'IA, bon, c'est bien, mais il faut quand même le voir. Et puis, ça n'apporte rien de plus, cette image générée par l'IA. Elle apporte une information qui est finalement... c'est une information qui n'est pas une information, puisque c'est un faux complet. Cette photographie n'existe pas, et on ne sait pas comment il aurait réagi. Exactement comme vous avez dit, on ne sait pas exactement comment il aurait réagi dans un cas similaire. Donc, faute, ça c'est la première chose. Ensuite, l'atteinte à la dignité. Y a-t-il atteinte à la dignité de Steve Jobs d'avoir publié une image qui était sur... Donc, le requérant estime que cette image porte atteinte à la dignité humaine, car il s'agit d'une personne décédée, représentée de manière colérique et donc dégradante. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je ne comprends pas bien pourquoi le fait qu'elle soit morte, c'est plus dégradant pour elle. Parce qu'en fait, on pourrait dire n'importe qui, représenter quelqu'un en colère, c'est pas... peut-être quelqu'un de vivant aurait été tout aussi... on aurait l'impression que ça atteint tout autant sa dignité que si la personne est morte. Ça, c'est le ressenti du requérant, vraisemblablement parce que Steve Jobs peut plus se défendre puisqu'il est mort, justement. Oui. Je pense que l'émotion de la colère, effectivement, elle est humaine, donc en elle-même, elle porte pas forcément problème. Mais ce qui pose problème, c'est que si on n'a pas de photo de Steve Jobs en colère, c'est qu'il y a une raison. Il y a ces personnalités, il y a un grand contrôle de l'image, un grand contrôle de la représentation que peut avoir le public de ces personnalités, et utiliser des émotions qu'ils ne veulent pas montrer en public, c'est aussi un choix de ne pas le montrer, et donc le fait de générer ces émotions et de les mettre au public, ça peut porter atteinte à l'image. Alors à la dignité, je ne sais pas, mais en tout cas à l'image publique d'une personne. Oui, mais ça, à ce moment-là, on touche... c'est en image, mais ça peut être un papier où vous racontez les colères dont tout le monde se souvient. Alors, je ne sais pas s'il se mettait en colère devant ses équipes, mais si c'est arrivé, quelqu'un peut raconter. Et à ce moment-là, par écrit, on peut raconter de la même façon. Oui, mais c'est pas la même chose que d'avoir une image. Une image vaut 1000 mots aussi. Donc, oui, mais... Si j'avais une image de Steve Jobs en train d'hurler sur quelqu'un, ça me parlerait plus de Steve Jobs est en colère et hurle sur quelqu'un, forcément. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a le débat sur cette image. Voilà. Quelqu'un d'autre veut prendre la parole sur l'atteinte à la dignité, l'image dégradante ? Non ? Alors, on a deux décisions à prendre. Première décision, le média a fait une faute en publiant une image d'intelligence artificielle sans mention et ensuite en le mentionnant mais de façon imparfaite. Et deuxième décision,
est-ce une atteinte à la dignité de Steve Jobs? Sur la première question, y a-t-il faute de jeuxvideo.com d'avoir publié une image fabriquée par l'intelligence artificielle? Les oui, levez la main. Très bien. Les non? Oui. On peut faire un dessin de presse. Oui, on peut faire un dessin, mais un dessin n'est pas une photographie. Là, c'est vraiment, c'est vraiment comme si c'était une photographie. Donc, le oui l'emporte largement sur la première question. Deuxième question, y a-t-il atteinte à la dignité humaine? Est-ce dégradant pour Steve Jobs? Alors, il y a quelques oui. Les non? 2. Les sans opinion? Pas beaucoup plus. Donc, c'est vraiment très partagé. Alors, nous avons considéré qu'effectivement, le premier point, bien sûr, qu'il y avait faute de la part de jeux vidéo, mais nous n'avons pas du tout retenu l'atteinte à la dignité pour la raison suivante. Le CDJM considère que montrer quelqu'un en colère, y compris après son décès, ne constitue pas a priori une atteinte à la dignité. Il constate que cette image ne montre pas M. Jobs dans une situation de souffrance, d'asservissement ou de dégradation de la personne, ou victime d'actes dégradants ou inhumains qui pourraient le rabaisser au rang de chose. Et donc, on n'a pas considéré ce grief comme fondé. Du coup, on a rendu un avis partiellement fondé, puisqu'il y avait 2 griefs et qu'un des 2 griefs n'était pas fondé. On a ensuite un cas qui est... Excusez-moi. Ouais. Il n'est même pas en colère, là. Il est furieux, il a la bouche déformée, presque inhumaine. On peut penser qu'il est très en colère et qu'il est en train de crier après... qu'il est en train de crier après quelqu'un. Non? Ça paraît un peu léger. C'est, pardon? Ça paraît léger en colère. Là, je pense qu'ils ont accentué sur le prompt, vraiment. Oui. Oui. Ah bah... Je vais vous demander de prendre le cas numéro 5. Sud Radio. Ah, les climato-sceptiques. Ouais. Alors là, c'est intéressant parce que c'est un entretien. C'est donc un entretien réalisé par André Berkoff avec François Gervais, qui est auteur d'un livre, Impasse climatique, dans une émission qui s'appelle Le fait du jour, et ça a été diffusé au mois de décembre. C'est un peu ancien, mais ça reste un cas intéressant. Ça reste un cas intéressant parce que la déontologie, dans le cas d'un entretien, elle s'adresse non pas à ce que dit l'invité, mais à la réaction du journaliste. Et en fait, à l'attitude du journaliste face à l'invité. L'invité, il peut dire ce qu'il veut, dans les limites de la loi, bien entendu, mais après tout, il peut dire ce qu'il veut. On l'a avec des politiques, on l'a avec des climato-sceptiques. Le rôle du journaliste, c'est de poser des questions, de relancer, de éventuellement dire vous êtes sûr, qu'est-ce qui vous fait dire que, et donc de montrer son scepticisme face à des affirmations. Donc encore une fois, ce ne sont pas les propos de François Gervais qui sont en cause dans les entretiens, dans ce cas-là, ou dans les cas d'interview, ou dans d'autres cas, mais c'est bien l'attitude et la réaction du journaliste face à ces propos qui sont étudiés d'un point de vue déontologique. Donc dans cette émission, qui a duré 15 minutes environ, Berkoff fait du Berkoff, donc, et il présente François Gervais. Vous êtes physicien,
essayiste, on vous a déjà reçu plusieurs fois, toujours avec plaisir, parce que vous ne mettez pas votre langue dans votre poche et vous n'êtes pas en mauvais terme avec les mots. Vous êtes auteur de Impasse climatique aux éditions de l'Artilleur. Alors, François Gervais, cette COP 28, de quelle montagne va-t-elle accoucher? Et Gervais développe à ce moment-là, au cours de l'entretien, une critique des conférences sur le climat, qui, selon lui, donc, n'ont pas d'impact sur les principaux pays émetteurs de gaz à effet de serre. Ensuite, il est interrogé par Berkoff et il estime que le réchauffement climatique est négligeable, que le dernier rapport du GIEC reconnaît une incertitude de 233% et devrait conclure qu'on ne sait pas trop, que les COP sont une arnaque, que la hausse de la température est le résultat de cycles thermiques liés aux paramètres orbitaux de la Terre et qu'on est donc dans une période de réchauffement dont il faut se féliciter et que les effets de cette hausse des températures sur le niveau des océans sont désormais sans danger. La deuxième page, c'est en trop. Le requérant donne des tas d'exemples, de contre-exemples de ce qu'il dit. Et la question est de savoir, est-ce que la saisine est fondée ou pas? Parce que, encore une fois, c'est la réaction de Berkoff face à Gervais, et non pas ce que dit Gervais, mais c'est bien la réaction de Berkoff qui nous intéresse dans un cas comme celui-ci. Alors, vous n'avez pas l'émission, vous n'avez pas pu l'écouter, c'est pour ça que c'est un peu plus compliqué dans ce cas-là, mais il est à l'évidence, quand on écoute l'émission qui dure, encore une fois, elle dure 15 minutes, quand on l'écoute, il abonde dans les propos de Gervais. Quand Gervais dit la hausse de la montée des océans, c'est sans danger maintenant, à ce moment-là, Berkoff dit oui, c'est pas ça maintenant, les villages vont plus être inondés, enfin, la montée des eaux, on est tranquille jusqu'à la fin du siècle, enfin, on est bien tranquille maintenant. Donc finalement, il abonde dans le discours de Gervais. À aucun moment, il ne met en cause ce qu'il dit. Et donc, fait-il un travail de journaliste ou fait-il un travail finalement de recueil de paroles sans apporter de contradiction? Oui. Il ne le coupe pas pendant l'interview, mais est-ce qu'après coup, il évalue son sac, est-ce qu'il revient sur les points dont il a parlé ou pas du tout? Non. Est-ce qu'un journaliste est là juste pour laisser parler son interviewé, qui a publié un livre, qui n'est même pas spécialiste de la question finalement, parce que c'est un physicien, c'est pas un climatologue. Il invite, pour parler de la COP 28 et pour parler des effets du réchauffement climatique, il invite non pas un climatologue, non pas un spécialiste du climat, mais il invite un physicien qui, lui, n'y croit pas. Ça, c'est un problème, mais à partir du moment où la rédaction a décidé de l'inviter, qu'est-ce qu'on fait? C'est aussi, moi, je pense que le rôle de journaliste d'exposer toutes les facettes du problème en se basant sur les faits, pas sur ses opinions, mais en lui disant et en le recadrant gentiment, en disant que ce qu'il avance, c'est prouvé par le GIEC, qui est quand même un organisme très sérieux, que c'est faux. Voilà. Donc, dans un cas comme ceci, le journaliste doit relancer, le journaliste n'est pas forcément un spécialiste à 100% non plus de la question, mais devant des affirmations aussi fortes que celles que donne Gervais, il doit relancer, il doit dire est-ce que vous avez des chiffres? Qu'est-ce qui vous fait dire que? Comment pouvez-vous, pourquoi affirmez-vous cela? Il doit finalement provoquer chez la personne qui l'interroge des réponses à des questions et non pas juste recevoir ce qu'il dit. Est-ce que quelqu'un d'autre veut réagir sur ce cas-là?
je vais pas vous demander de voter parce que c'est un peu plus difficile, mais je pense qu'on est à peu près tous d'accord. Évidemment, on l'a déclaré fondé sur l'ensemble des points parce que, encore une fois, c'est le travail du journaliste qui n'a pas été fait. Peu importe les propos de Gervais, c'est l'attitude du journaliste face à l'invité qui doit être étudiée. On a le cas numéro 2. Oui, on a encore un petit peu de temps. Le cas numéro 2, c'est une photographie d'illustration dans un article sur un feu de forêt. Dans actu.fr. Donc le requérant nous dit que l'image qui est spectaculaire, vous avez la photo du feu qui est publiée, qui montre un camion de pompiers dans un feu de forêt, c'est une photo d'archive. Elle est correctement créditée par la mention actu.fr illustration, bien que cette mention qui apparaît dans la légende est suffisamment discrète pour ne pas être vue par le lecteur. Et là, le papier, c'est un feu de forêt dans le Maine-et-Loire qui est visible depuis la Flèche. Donc le requérant dit que la photographie ne correspond pas aux faits décrits. Est-ce une faute de la part du journal d'avoir publié une photographie? Au revoir, au revoir. Est-ce une faute de la part du média d'avoir publié une photographie d'illustration? Alors, les photographies d'illustration sont souvent publiées par les médias, parce qu'on n'a pas toujours des photographies de l'événement. Il faut que ça soit précisé, bien entendu. Mais est-ce que ça concerne... Est-ce que c'est une faute en soi? La question, c'est quand on dit cette mention qui apparaît dans la légende est suffisamment discrète pour ne pas être vue par le lecteur, il se base sur lui, son ressenti lorsqu'il a vu la chose. Bien sûr. Parce que si un lecteur regarde, enfin, là, comme c'est imprimé, on le voit, il y a la légende, on le voit clairement dans la légende, donc c'est son point de vue, que c'est suffisamment discret, déontologiquement c'est nous. Donc, voilà pas le problème. Alors, oui, c'est toute la question. C'est qu'est-ce qu'on regarde quand on regarde une photographie? Combien d'entre vous regardez les crédits photos? Qui regarde les crédits photos? Ah, je vois des amateurs, c'est bien ça. Moi, j'ai toujours lu un journal comme ça, parce que les crédits sont toujours sur le côté, pour pouvoir voir les crédits photos. Ou les livres, je me suis toujours penché sur le côté, parce que les crédits étaient souvent sur le côté. C'est une habitude à prendre de regarder le crédit photo. Moi, dans une agence de presse photo, c'est évident que je regarde le crédit photo. Partout, tout le temps. La première chose que je fais quand j'ouvre un journal, je vais voir les crédits photos. C'est dans l'ours ou dans la page du sommaire, c'est quelque chose qui est évident. Mais c'est vrai que le public ne regarde pas. De même que très souvent, lorsque nous avons des saisines, on se rend compte que finalement le requérant, il a lu le titre et le chapeau, et puis il n'a pas lu l'article. Parce que l'article, il est soit payant, et dans ce cas-là, il n'a pas lu. Il se base sur le haut, mais pas sur la totalité. Donc, encore une fois, il faut tout lire. Il faut que l'intégralité du papier soit lue pour qu'on arrive à comprendre si effectivement il y a faute ou pas. Donc, dans ce cas, il y a effectivement la mention illustration en petit, mais elle y est. Quelqu'un d'autre voulait prendre la parole? Oui, vas-y. Quitte à utiliser une image d'illustration, autant prendre les images d'illustration classiques, c'est-à-dire un camion de pompier, le numéro 18, comme le font en général les médias quand il faut illustrer des sujets, des faits divers, et qu'il n'y a pas encore d'image. Là, le problème, c'est que on a l'impression que c'est une photo de la forêt actuellement, et effectivement, en lisant la légende dit illustration, mais le lecteur moyen, il va juste voir l'image, il va dire « Waouh, j'ai ma forêt qui brûle ». C'est comme si j'illustrais les bombardements en Iran avec des photos de ce qui a pu se passer au Liban, par exemple. C'est pas parce que c'est une illustration qu'on peut mettre un autre fait d'actualité à la place. Il faut utiliser justement des images
dite d'illustration. Symbolique. Voilà, symbolique. Oui. On ne peut pas faire du cas par cas parce que, par exemple, les lecteurs moyens, oui, faut peut-être faire moins attention que nous qui sommes en formation. Et tant qu'il y a la véracité en disant que c'est une image d'illustration, et c'est quand même écrit un important feu de forêt. Sur l'image, on voit un important feu de forêt. Et je pense que quand on lit un article, si on fait attention au crédit, souvent quand c'est une image d'illustration, on va voir du feu, ça parle de feu, on va pas faire forcément plus de liens parce que ça attribue la photo à l'article. Par contre, quand c'est une vraie image avec un vrai photographe, là on va peut-être être plus attentif à la photo et à ce qu'elle Toutes les images ont un vrai photographe derrière. Hein. Oui, mais disons que c'est pas le. Enfin, là, c'est une image qui date d'illustration, etc. Donc, quand elle est utilisée, on sait que c'est un sens précis. On ne sait pas de quand elle date. Moi, j'arrive pas à lire de quand date la photo. C'est pas marqué, hein, non, c'est pas marqué. Le feu n'était pas fixé à 15h30, c'est ça la légende. Parce que ce qui est trompeur dans cette légende, c'est bien marqué illustration, c'est vrai. Mais la légende dit le feu n'était pas fixé à 15h30. Il y a quand même la photographie d'un feu avec un camion de pompiers. Donc on peut, même si c'est marqué illustration, nous on sait ce que ça veut dire illustration. Mais avec la légende, le feu n'est pas fixé, et cette photographie-là, immanquablement, vous pensez que c'est la photographie du feu. Même s'il y a précisé illustration. Donc en fait c'est ça ce qu'il faut toujours, c'est une vraie précision. Alors on a écrit aux médias qui là nous a répondu et qui nous a donc expliqué qu'ils ont une charte. Le sujet des photos d'illustration est un sujet d'attention pour le groupe Publi Hebdo. Nous avons eu de nombreux échanges pour sensibiliser tous nos journalistes. C'est d'ailleurs un journaliste de Publi Hebdo qui nous avait saisis pour ça. Donc il nous cite la charte du groupe qui est accessible sur le site et qui stipule que les journalistes veillent à la pertinence de l'illustration de manière à ne pas travestir la réalité pour ne pas induire le public en erreur. Il y a une base de données de photos partagées qui a été mise en place pour éviter l'utilisation de photos trompeuses. Et il continue. Concernant l'article, il explique qu'il a été produit par une journaliste arrivée au courant de l'été qui n'est pas encore rompue à nos pratiques et exigences quant à l'utilisation des photos d'illustration. Il reconnaît, donc le rédacteur en chef, le directeur de la publication reconnaît que la photo utilisée et suggérée est exagérée par rapport aux faits rapportés, mais il souligne qu'il n'y a pas eu de volonté de tromper le lecteur puisqu'elle a bien pris la précaution d'indiquer dans la légende de la photo en question la mention illustration. La mention existe, mais la légende est trompeuse, puisque la légende peut faire penser que nous parlons de ce feu-là. Donc, est-ce que vous avez une idée? Est-ce que vous avez un avis sur est-ce que c'est fondé ou pas fondé? Qui pense que c'est fondé? Qui n'a pas d'avis? Voilà, les courageux qui au moins lèvent la main. Qui pensent que ce n'est pas fondé? Majoritairement non fondé. Alors, on a eu de longues discussions. C'est un avis qui a été rendu par consensus et non pas à l'issue d'un vote. C'est-à-dire que la majorité s'est déclarée comme ça. Je dois dire que j'étais longuement partagée parce qu'il y a la mention illustration. Il n'y a aucun doute, il y a la mention illustration. Mais la légende de la photographie induit en erreur. Donc, le fait que la légende de la photographie induise en erreur, il y aurait juste photo d'un feu de forêt, illustration, ça passe. Mais la légende dit le feu n'est pas fixé à 15h30. La légende de la photo dit le feu n'est pas fixé. On pense que c'est ce feu-là. Oui. Mais souvent dans le groupe Actu, vous pouvez avoir été, la légende c'est aussi, ça permet des fois de faire un complément d'information, d'ajouter une information sur un article pour avoir une précision, et pas forcément
sur un papier, effectivement, pour bien reprendre précisément ce qu'il y a sur la liste. Oui, mais c'est une erreur. La légende de la photographie doit se rapporter à la photographie. Voilà. Voilà. Donc, nous avons considéré au CDJM que la saisine était fondée parce que, justement, la légende de la photographie induisait en erreur. Il y a bien la mention d'illustration, mais c'est tout de même assez incomplet comme ça. Oui. Alors, il reçoit notre avis, on l'envoie au requérant, on l'envoie aux médias, on le publie sur notre site, et ils font attention la fois d'après. En fait, l'idée, c'est non pas de punir, mais c'est d'améliorer les pratiques de chacun. Et il n'y a pas de punition, il n'y a pas de sanction. Dans aucun conseil de presse de pays libres, de pays démocratiques, il y a de sanctions. Il y a des sanctions quand il y a des conseils de presse de pays moins démocratiques, et lorsque la sanction peut être de retirer la carte de presse, d'empêcher de travailler. Nous, on appelle ça de la censure ici. Donc on n'aime pas trop. Après tout, on a quand même la loi de 1881 sur la liberté d'expression, et sur laquelle on est très attaché. Et finalement, la publication d'avis, c'est du name and shame. Et dans tous les avis que nous recevons, j'ai bien vu, dans tous les avis ou dans toutes les saisines que nous recevons, plus de la moitié ne sont pas retenus parce que ça concerne de la ligne éditoriale ou de la liberté d'expression, et ça ne nous concerne pas. Chaque média est libre d'écrire ce qu'il veut. Encore une fois, la liberté d'expression, c'est un des fondements de la liberté de la presse. Donc, la liberté d'expression, c'est la liberté de chacun, et la ligne éditoriale est aussi libre ici. Donc, on les retient pas. On écrit au requérant en lui expliquant pourquoi on la retient pas. On a reçu beaucoup de saisines ces derniers temps de requérants qui se plaignaient que leurs journaux locaux donnent la parole à un maire qui allait se représenter, et donc il n'y avait pas d'équité, et donc il n'y avait pas d'équilibre j'allais dire de temps de parole, sauf que c'est de la presse écrite. La presse écrite n'est pas concernée par les règles de l'Arcom. Les règles, le temps de parole, ça vaut pour tout ce qui est régi par l'Arcom, mais pas la presse écrite. On est libre d'écrire ce que l'on veut. Chaque média peut décider de donner la parole à plusieurs membres, plusieurs partis, plusieurs listes au moment des élections, mais il n'y a aucune obligation de le faire. Oui. Juste pour dire que c'est utilisé quand même quand il y a des plaintes qui sont déposées d'un côté comme de l'autre, on peut inclure les avis du conseil de déontologie. Des plaintes. Des plaintes. Des plaintes. Des plaintes en diffamation, des plaintes pour atteinte à la vie privée, par exemple, là dans le cas de Steve Jobs, ça peut être utilisé pour nourrir le contentieux, même si c'est même si c'est un avis déontologique. Oui, mais c'est un avis déontologique, c'est tout. C'est en aucun cas un avis juridique. D'ailleurs, si vous lisez nos avis, ce n'est absolument pas un discours juridique. Oui, mais ça éclaire. Enfin, moi, je suis avocate en droit de la presse, et ça peut éclairer. Oui. Dans les écritures. Oui, bien sûr. Oui, c'est arrivé. On a été traîné une fois devant les tribunaux il y a quelques années. C'était pour la couverture de Valeurs Actuelles qui était vraiment dégradante vis-à-vis de Daniel Obono. Et donc on a eu un référé, et nous on s'est appuyé sur le fait que nous publions des avis. C'est un avis déontologique, et le tribunal nous a suivis. On est une association, on peut publier ce que l'on veut. On ne s'octroie aucun droit particulier. Et le fait que nous nous appuyons uniquement sur de la déontologie et en aucun cas sur du juridique, on a gagné. On était contents.
Voilà, je sais pas, allez-y, à table. Merci beaucoup, très intéressant. Non. Au revoir, merci à vous.